Est-ce qu'il y a une première question pour commencer le débat? Je voulais savoir, pour le réalisateur, dans cette histoire, ce qui vous intéressait en premier, si c'était cette machine qui broie un homme et qui ne réfléchit pas à l'humanité et est dans son strip de la justice, ou alors si c'était l'histoire d'un homme qui est brisé et qui a du mal à s'en remettre. L'un ne va pas sans l'autre. Mais avant tout, ce qui m'a intéressé, c'est l'histoire d'un homme. C'est pas du tout un film à charge contre la justice, c'est l'histoire d'un homme qui a un espace de liberté, qui est libre, qui a une vie intérieure, qui a une vraie forme de liberté que peu ont finalement aujourd'hui et qui perd sa liberté. Voilà. Après, c'est le mécanisme de l'erreur judiciaire qui existera tant que la justice est rendue, qui est consubstantielle à la justice, m'intéresse aussi beaucoup. Mais c'est l'histoire de cet homme qui m'a intéressé, plus que le système. Oui. Je voulais savoir si le nom de son prénom, Samson, et celui aussi, le nom du bourreau, c'était un clin d'œil ou pas? C'est moi qui imagine. On peut l'imaginer, mais moi j'ai mon clin d'œil personnel. Vous avez vu que c'est un homme qui a du mal à s'exprimer et qui sait écouter, mais qui a du mal à s'exprimer sans son. Voilà. C'était davantage no sound que la référence historique. D'autres questions? Alors une question un peu idiote. La dernière fois que j'ai vu Monsieur Reda, vous étiez chauffeur de taxi pour le film de Ryan Gosling. Ça vous colle la peau, ce métier. Et sinon, ça fait quoi de jouer un taiseux, justement, quelqu'un de très introverti? Alors, jusqu'à présent, la prison me colle plus à la peau que le taxi. Mais je ne désespère pas de faire d'autres chauffeurs de taxi. Non, il y a beaucoup de... En fait, les chauffeurs de taxi, il y a autant de chauffeurs de taxi que de gens qu'on peut croiser dans la rue. C'est vrai que... Et ce que j'ai aimé dans ce personnage-là, ce chauffeur de taxi-là, c'est que quelqu'un, tout en faisant un travail qui n'est pas forcément épanouissant, qui n'est pas un travail ni intellectuel, ni dans lequel on peut lui apporter une quelconque reconnaissance, non seulement il le fait bien, mais en plus il profite de ce moment-là pour ouvrir ses oreilles, écouter de la musique, écouter les gens, parler avec cette femme, Louise, sans avoir d'idée derrière la tête. Et c'est vrai que c'est un rôle, de ce point de vue-là, qui ressemble un peu au rôle que je tenais dans Lost River, et au rapport avec Christina Hendricks devant. Et ensuite, votre deuxième question, c'était... L'intérêt pour vous de jouer un rôle très introverti comme ça, qui a du mal à sentir... J'aime beaucoup, c'est vrai, jouer avec le silence. J'aime beaucoup pouvoir exprimer des choses. Il y a une espèce d'espace de liberté qui m'est donné de plus en plus, enfin que je considère de plus en plus comme un espace de liberté à partir du moment où le réalisateur dit moteur et qu'on dit action. Les premiers temps, les tout premiers films dans lesquels j'ai pu jouer, ou les toutes premières expériences, j'avais une espèce de pression, qui était d'ailleurs pas mal pour jouer des méchants, parce que les méchants ont peur, en fait. Donc je jouais avec ma peur. Et puis maintenant, je le sens de plus en plus comme un espace de liberté, et du coup, j'aime jouer avec le silence, mais avec aussi la chorégraphie des corps, l'écoute de l'autre, les moments, en fait, de traverser des moments les uns après les autres, qui au bout d'un moment vont, en étant bien montés, faire un film. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Donc une question pour Gilles. Est-ce que vous avez eu l'autorisation de tourner dans une vraie prison ou pas? Est-ce que c'était compliqué d'avoir l'autorisation? Une question pour Léa. Est-ce que vous avez rigolé avec Reda? Parce que c'était peut-être pas facile, c'était assez tendu comme relation entre vous deux. Donc est-ce que vous avez quand même rigolé pendant le tournage entre vous deux? Et puis pour Reda, est-ce que c'était dur de vivre le rôle de quelqu'un qui est vraiment assommé par cette justice?
Honneur aux dames. Merci. Oui, on rigolait, c'est un grand. En tout cas, les scènes dans la voiture, les séquences dans la voiture, elles étaient très agréables à tourner. On s'amusait. Et en même temps, je ne connaissais pas Reda. Je le connaissais comme comédien, mais je ne le connaissais pas. Donc on s'est rencontrés comme ça dans la voiture en discutant. On a plus discuté que rigolé d'ailleurs. Mais c'était. Oui, c'était dans la bonne humeur, quoi. C'était pas. Par contre, les scènes au tribunal, elles étaient. Par contre, là, on était plus concentrés. J'ai pas le souvenir de franche rigolade. Pas du tout rigolé, non. Non, pour personne. C'était à toi, après j'ai. Ouais. Oui, donc la première question, excusez-moi. Est-ce que vous avez tourné dans Une vraie prison. Il était très important pour moi de tourner dans une vraie prison pour que les acteurs, et en l'occurrence Reda, puissent vraiment sentir la différence. Il va vous dire mieux que je ne le dirai moi-même, qui sait ce que c'est, parce qu'il y est allé pour d'autres raisons. Il n'est pas derrière les barreaux, mais voilà. Il s'exprime vraiment mieux que moi. Mais en tout cas, c'était très important, parce qu'évidemment, d'habitude, vous savez, on reconstitue les prisons, parce que la chancellerie, l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice nous donne très peu d'autorisation de tourner dans la prison. Ils épluchent le scénario, et là, on a beaucoup insisté. Et puis, avec la production, avec la régisseuse du film, on a pu avoir, c'était exceptionnel, l'autorisation. Donc, c'était très important. Donc, à partir du moment où moi j'ai choisi de ne montrer dans la prison que les couloirs et les parloirs, le parloir lui est tourné en décor. Mais les couloirs, je voulais qu'à travers les couloirs on puisse sentir quelque chose de l'incarcération sans forcément montrer la vie en cellule. Et voilà, donc les détenus que vous voyez au fond à un moment, les surveillants sont pour la plupart des vrais détenus, des vrais surveillants. Et c'était très important, très compliqué de tourner dans les prisons. D'abord parce qu'elles sont surpeuplées, qu'il y a un problème de surpopulation carcérale, et qu'on donne au compte-gouttes les autorisations de tourner. Et j'ai mis aussi l'idée de montrer une prison moderne qui ressemble presque à ces cathédrales modernes, à ces bâtiments modernes, qui est à la fois froid et qui sort du cliché que la vieille prison, qu'on voit dans beaucoup de films encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore trop de vieilles prisons en France. Voilà. Et pour ce qui est de la difficulté de tenir un tel rôle, c'est toujours un peu délicat en fait de parler de la difficulté, puisque c'est des choses qu'on choisit et dans lesquelles on va sciemment. Moi j'avais très envie de défendre ce personnage et je sentais que ça allait pas être de tout repos, donc on avait un tournage assez serré en termes de temps, où tout se faisait dans une énergie assez fiévreuse, et on se sert de tout ce qui arrive et de toutes les conditions qu'on a pour essayer de les mettre au profit du projet qu'on est en train de défendre. Et puis, non, j'ai beaucoup aimé traverser le parcours de Samson aussi parce qu'il ne s'arrête pas à la prison. Et le film aurait pu, dans une autre version ou dans un autre scénario, s'arrêter à la libération de Samson. Ok, bon, ça y est, il est innocent, happy end, comme si on avait fonctionné sur un faux suspense. Et j'ai beaucoup aimé toute la partie de reconstruction en fait, de cet homme et de jouer quelqu'un à qui on a tout enlevé, son costume, sa vie sociale, tout ce qui fait, voilà, tout ce à quoi on a l'habitude de se rapprocher dans le quotidien et qui à 35 ans et quelques va devoir repartir de zéro. C'est une chose que j'ai beaucoup aimé. Donc non, en fait, c'est un métier un peu bizarre dans lequel des fois on a plaisir à se mettre dans des états un peu fous, mais juste après, si la prise est bonne, on est très content. Est-ce que vous avez pu parler ou rencontrer justement des prisonniers qui ont été victimes d'un règlement judiciaire pour justement bien appliquer toute cette dernière partie qui est très bien. Alors, après coup, j'ai rencontré notamment une personne il n'y a pas si longtemps qui avait été en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, qui avait fait d'autres séjours en prison pour des choses qu'il avait faites, quoi. Et puis pour cette dernière affaire, il était innocent et il a fait une peine de prison. Et
la première chose qu'il m'a dite, et ça rejoint un peu ce que me disait Gilles lorsqu'on préparait le film, c'est j'étais innocent et en fait c'était c'était le cas le plus difficile pour me défendre. Je savais pas quoi dire, j'avais rien préparé. Alors que quand j'avais été coupable sur les autres affaires, j'avais ma petite stratégie, je savais quoi dire. Et c'était ça rejoignait vraiment la ligne que me donnait Gilles Bagné. Et puis quand on a tourné à la prison de la Farlette, oui, j'ai discuté avec les prisonniers lors de passages de couloirs, de moments, et je me suis en tout cas, au-delà de l'erreur judiciaire, aperçu qu'ils aimaient beaucoup le cinéma. Que pour eux, c'était finalement la fenêtre, c'est vraiment la télé, c'est vraiment leur fenêtre vers le monde, quoi. Et ils voient tout ce qu'ils sont. Donc c'était plus des discussions de cinéma que des discussions de prisonniers à acteurs. Et puis j'ai le souvenir d'un qui m'a dit pour la suite de la journée, bon courage. C'est un peu bizarre quand on va jouer un rôle et voilà, on est là que pour une journée. C'est un rôle qui joue beaucoup sur l'épure, sur la simplicité. Comment on arrive à le toucher de cette façon-là, à lui donner autant de force? Et est-ce que c'est plus facile ou plus difficile que quand on a un rôle plus exubérant? Alors, je ne suis pas coutumier des rôles exubérants, mais j'aimerais bien peut-être un jour. Je suis très admiratif des gens qui savent jouer dans ce registre-là. C'est sûr que ce n'est pas un registre qu'on me propose. Non, je ne saurais pas très bien vous répondre pour ce qui est de ma partie, mais je pense que vraiment on joue sous le regard de l'autre en fait. Et c'est Gilles Bagné qui m'a fait confiance. Je sentais que je pouvais m'approprier ce film autant que lui. Et c'était vraiment notre... je parle de ça parce que voilà, on vivait tous les plans, chaque scène ensemble, et je savais que j'avais la place. Et aussi du coup la place de qui je suis, quoi. Enfin voilà, des silences dans mon intériorité. J'essayais pas de me dire... Est-ce que ces silences-là sont les silences de Samson Casalet? Je venais, j'amenais qui j'étais, puis j'essayais de traverser ce parcours de ce personnage. Et puis sans oublier la balle qui circule avec les partenaires, et notamment Léa. Voilà, j'étais merveilleusement entouré de gens avec lesquels on avait un peu un esprit de troupe qui est très rare au cinéma. Mais c'est jamais seul en fait. On isole souvent les acteurs, surtout quand ils tiennent un premier rôle. Et le cinéma est tout sauf une chose seule. Oui, Monsieur Bagné, est-ce que vous nous dire d'où vient Maître Portal? Une autre planète, on pourrait répondre, mais non, il vient de notre planète. C'est un homme que j'aime et qui est un avocat commis d'office et qui n'a aucune expérience des assises. Et croyez-moi, si vous êtes déjà allé aux assises comme spectateur et que vous voyez l'aspect tellement impressionnant et la procédure, c'est un véritable théâtre, et pas n'importe quel théâtre, c'est tellement impressionnant que l'avocat commis d'office qui est habitué à défendre des petites affaires, somme toute assez banales, et qui se retrouve projeté et embarqué parce qu'un innocent pense qu'il n'a pas besoin, parce que les innocents se défendent le plus mal et pensent qu'il n'a pas besoin d'un avocat, voire d'un bon avocat, et se retrouve embarqué dans cette affaire-là, il est pris dans les contradictions qui, elles, sont aussi humaines, d'avoir envie d'aller tenter de briller, d'avoir peur, de se prendre au jeu, de penser que son client est peut-être coupable, il ne croit pas forcément à son innocence. Et sa question majeure, qui est la question majeure de toute cette petite communauté qui vit dans l'arrière-pays niçois et qui n'est pas habituée aux grandes affaires criminelles, comme ça l'est dit dans le film, c'est comment résister à la pression. Parce que quand vous avez un crime ou un enlèvement, et tout ce qu'on peut imaginer de cette ampleur dans une ville comme Grasse, ou dans une petite ville de province, qui plus est dans le sud, qui plus est dans les Alpes-Maritimes, vous recevez une pression écrasante de la part des médias, des élus locaux, de tout le monde. J'en ne parle que de ça. Et l'expérience peut vous permettre de résister à cette pression
voilà, c'est très très compliqué de résister à la pression, mais pas qu'à ce poste-là, dans d'autres métiers aussi. Hein. Faire un film, c'est résister à la pression. Et donc voilà, ce qui fait que son humanité éclate par giclée comme ça, dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Et voilà, j'avais très envie. Si vous voulez, ce film est une histoire assez peu originale. Elle a été traitée très souvent, et très très bien d'ailleurs. Ce qu'on peut considérer comme original, c'est son traitement. Et j'avais envie de me raconter donc l'histoire d'un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas forcément bien entouré. Et comme dans les films, souvent, les films qui accordent une large place à l'audience, au procès, aux assises, le clou du spectacle est souvent la plaidoirie de l'avocat de la défense, qui est un numéro brillant et brillant d'acteur. Moi, j'avais envie du contraire et voir ce que ça pouvait donner. Avec des éclats de se prendre au jeu pour se mettre portable. Voilà. En gros, j'espère que ma réponse vous satisfait, mais c'est ce que je pense vraiment. Et je pense que Gilles Cohen, et là aussi, dans le rapport que j'ai aux acteurs, que Reda a très bien écrit, voilà, il y avait un véritable échange pour créer ce personnage, qui agace, qui irrite, et qui est... Voilà, parce que les films, souvent, et les films comme ça qui parlent du drame d'un homme, racontent uniquement, souvent, la partie atroce et dramatique. Et moi, j'aime que le grotesque, le ridicule, et donc l'humour, le malaise, là il y en a évidemment, puissent s'immiscer et cohabiter dans ce qui forme la vie. Voilà. Excusez-moi, encore moi. Justement, est-ce que l'adaptation, vous avez adapté ça d'un roman, j'ai pas lu le roman, mais c'est donc adapté d'un roman anglo-saxon, donc vous l'avez adapté à Nice. Et vous faites venir le méchant de Perpignan. Est-ce que vous avez... Alors, je viens de Perpignan, c'est pour ça que je... Vous venez de Perpignan ? Oui. Moi aussi. Ah, m'intéresse. Et moi, Perpignan. Ah, juste à côté, ça. Et on a présenté le film à Perpignan la semaine dernière, au Castille. Il y a eu des histoires comme ça, je me demandais si vous étiez servi de faits réels, bon, adaptés, pour adapter le roman, justement. Par rapport au choix de Perpignan ? Oui, notamment. Oui, je vais tout vous expliquer, et très rapidement, vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, Perpignan, malheureusement, et c'est le cas depuis hier avec les réseaux sociaux, fait la une depuis quelques années pour des histoires absolument atroces. On parle d'histoire de Perpignan, on ne parle plus que Perpignan, qui est une région magnifique et finalement sous-évaluée, vous le savez aussi bien que moi. Et on ne parle que Perpignan que pour des raisons terribles, et je contribue à ça. Mais j'avais envie de parler, de situer, quand il était question d'adapter le roman américain, qui est dans l'action située au Texas, lui-même inspiré d'une histoire vraie qui se situait dans l'Utah. Eh bien, moi, j'ai pensé à la Méditerranée parce que j'en suis issu, et j'ai cherché comment l'adapter dans les PO, le département, les Pyrénées-Orientales. Il manquait le grand hôtel, il manquait l'hôtel de luxe, la vitrine de la baie des Anges et l'arrière-boutique du reste de la ville. Et donc j'ai très vite pensé à notre Texas local, les Alpes-Maritimes, nationales, je veux dire. Et voilà. Et je voulais garder Perpignan, et donc j'aimais cette distance et rester autour du bassin méditerranéen. Voilà en gros l'histoire. De la même manière, je lui ai demandé aux deux premiers rôles de quoi il s'est inspiré, s'il s'est plongé dans des affaires, s'il s'est attaché à des personnages particuliers. Je pense notamment pour le rôle de Léa, qui n'est pas évident du tout. Je voulais savoir de quoi il s'est inspiré, de quoi il s'était nourri pour préparer leur personnage. Du scénario d'abord, parce que curieusement, quand j'ai relu pour la deuxième fois le scénario, j'ai été touchée par ce personnage de la mère, et j'ai eu la sensation que je pouvais le faire. Donc c'est dans un premier temps aussi simple que ça. Après les doutes arrivent, hein, évidemment. Et dans la fabrication du film, j'avais très très envie de travailler avec Reda, qu'à l'époque je ne connaissais pas, je connais bien, et avec Gilles, avec qui j'avais fait une rencontre. On avait parlé beaucoup du cinéma qu'on aimait, on avait parlé de beaucoup de choses, mais pas de nous, mais de ce qu'on aimait. Et on s'était bien entendu, j'avais envie de travailler avec Gilles.
Et souvent, je pense que les acteurs peuvent être très inspirants, en fait. Et je savais qu'en travaillant avec Reda, il y aurait une exigence que j'ai de toute façon vis-à-vis de moi-même. Et travaillant avec lui, je savais que ça allait m'inspirer et m'emmener dans des directions assez intéressantes. Et en plus, j'avais pas beaucoup de temps pour raconter l'histoire de ce personnage. Mais je savais qu'il y aurait une rigueur et une concentration qui, moi, me plaît beaucoup au cinéma et qui m'intéresse beaucoup dans le travail. Et j'avais une grande confiance dans le regard que Gilles allait poser sur ce personnage, qui est un personnage important mais secondaire. Et parfois, les personnages secondaires, ils peuvent être un peu maltraités. C'est toujours l'appréhension qu'on peut avoir, d'ailleurs, avant de commencer le film. Mais là, pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment un regard et un point de vue sur ce personnage. Et je crois que il me semble que ayant vu des documentaires, lu des romans, je crois que les personnes qui vivent des tragédies comme ça, c'est jamais une réaction ordinaire ou une réaction si je sais comment on ne sait pas comment on réagit dans de tels drames, et je crois qu'il faut se laisser traverser aussi par les partenaires, par l'atmosphère, la situation, l'atmosphère du tournage, l'atmosphère des décors, l'histoire. Évidemment, il faut que l'histoire vous plaise, parce que sinon, si on n'est pas en adéquation avec cette histoire, on ne peut rien faire. Et puis, donc, se laisser traverser et imaginer que les réactions ne sont pas toujours spectaculaires et qu'elles sont profondes, intérieures, en espérant que ça se verra à l'image. Voilà. Et ça dépend beaucoup du réalisateur et du chef opérateur. Et du moteur. Et du moteur. On est sur la même longueur d'onde. Je suis d'accord avec Léa. C'est vrai que pour entrer dans des choses un peu techniques de jeu comme ça, il y a des gens qui fonctionnent par superposition. Donc, il y a une pièce de Molière où quelqu'un dit le petit chat est mort. Et il y a des acteurs qui, pour jouer ça, des actrices, pensent à leur grand-mère qui est morte dans souffrance ou à quelqu'un d'autre. Et en revanche, je pense que nous, notre rôle, c'est de nous laisser traverser par ce petit chat-là qui est mort à ce moment-là. Et c'est ça qui est assez mystérieux quoi, pour nous. Ouais. Et c'est ça qu'on aime parce que c'est un autre espace. Et puis du coup, je pense que c'est plus sincère et c'est plus présent de se dire ok, je suis Samson Casalé par exemple. On va m'emmener, j'ai pas dormi depuis 2 jours, on va m'emmener pour un ultime interrogatoire. Plutôt que de me demander avant comment est-ce que je vais le vivre, moi j'essaye plus de m'intéresser à des choses périphériques, à voir les documentaires que Gilles m'a fournis, à m'intéresser au rapport entre les gens et la justice et tout ça, mais à pas trop penser à ça jusqu'au moment où on m'emmène sur le plateau et où je me retrouve dans cette situation. Et les choses se font ensemble avec le réalisateur et les partenaires et dans le temps présent. C'est la vérité de l'histoire qu'on raconte. Après, je crois aussi, je ne saurais pas dire précisément comment, mais qu'on est aussi imprégné de plein de films et de plein de personnages qu'on a vus. Et ça, le cinéma nourrit en fait notre inconscient, et que ces choses-là, quand on est acteur, apparaissent à certains endroits. C'est des rêves en fait. C'est des rêves. C'est des gens qui nous ont fait rêver au cinéma, qui sont là et hop, qui peuvent nous inspirer à un moment, je crois. Vous avez un exemple ? Pardon ? Vous avez un exemple ? En parallèle avec ce personnage-là, par exemple ? Non, comme ça, non, mais moi, c'est vrai que dans le cinéma américain, il y a des personnages de femmes qui vivent des choses terribles, mais qui sont toujours très combatives et qui sont pudiques, en fait, et qui ont une forme de force comme ça, même si elles disent rien, mais qui ont des présences très fortes. Je pense à Ellen Burstyn, par exemple, des actrices comme ça qui m'ont hantée pendant pas mal d'années. On espère toujours, on se dit voilà, si un jour j'étais peintre, peut-être que j'aurais envie de peindre comme Chagall, on essaye. Et après, il y a des choses qui viennent. Une question à vous poser, je voulais savoir si le réalisateur avait lu le roman, évidemment, mais est-ce que les acteurs ont lu le roman, vous leur avez demandé de lire le roman américain? Je l'ai bien évidemment lu, mais je ne leur ai pas demandé, je leur ai offert.
tu nous as pas. J'ai pas demandé, non, c'était pas du tout. C'était pas une exigence, mais on l'a lu. Voilà. Et enfin, moi, je l'ai lu tôt aussi. Moi aussi, je l'ai lu. En l'occurrence, un écrivain absolument remarquable. C'est une découverte. Une découverte. Moi, j'ai lu celui-là, puis j'en ai lu d'autres. Et c'est vraiment un grand écrivain américain qui est assez méconnu dans son propre pays, d'ailleurs, je crois. Qui n'est pas édité, quasiment Voilà, pas ouais. édité dans son propre pays, ce qui est, si vous le connaissez ou si vous le découvrez, si vous allez le découvrir, c'est une absurdité supplémentaire. Bonjour. Tout en haut. J'ai une question pour tout en haut. Oui, merci. J'ai une question pour vous, Gilles et Reda, sur en fait la construction de la relation entre Samson et Elisabeth, parce que le rôle d'Elisabeth particulièrement difficile et très difficile à comprendre au niveau de ses réactions par rapport au couple et surtout pourquoi elle revient avec cette phrase si anecdotique, je ne reviens pas pour l'argent, alors que tout ce qui bâtit un couple c'est la confiance. Donc j'aimerais bien savoir comment vous avez travaillé avec elle et donc vous aussi Reda, comment ça a été les scènes avec elle. L'actrice s'appelle Erika Sainte et c'est vrai qu'on avait très très peu de scènes à jouer ensemble. On a eu la chance de se rencontrer un peu avant, on a fait une petite lecture, on s'est rencontrés, mais c'était très bref. Et c'est toujours particulier de se connaître à peine et de devoir jouer qu'on a une relation de couple depuis des années, et toutes ces choses-là. Mais cette actrice qui est belge était vraiment au rendez-vous, quoi. Enfin, moi j'y croyais quand je jouais avec elle. Et elle était vraiment tout de suite en place. C'est très difficile en fait de jouer, d'avoir 2-3 jours sur un film. Moi je l'ai fait, je sais vraiment ce que c'est. Le pire, je pense, c'est quand j'avais une réplique à dire dans un film. C'est presque beaucoup plus facile de tenir un rôle principal dans lequel on fait partie, voilà, du film et on le vit au jour le jour, quoi. Et pour ce qui est de la relation, si vous voulez, c'est une relation de couple qui aurait certainement pu s'épanouir autrement, mais au début du film, on comprend que mon personnage est un peu rétif à l'idée de commencer une vie ensemble, à construire quelque chose. Il est attaché à son sentiment de liberté, à son cocon, quoi, d'une certaine manière, un truc encore un peu adolescent. Et puis la pression, enfin, c'est en fait la plupart du temps, très souvent dans les cas d'erreurs judiciaires, tout le monde fout le camp, quoi. Les amis, conjointes, il n'y a plus personne. Alors c'est dur à imaginer parce qu'on a du mal à penser que les relations dites stables et très solides et très fortes peuvent comme ça s'effondrer. Mais le regard des autres est tellement important. Et en même temps, le regard des autres sur les couples, par exemple, la représentation que les gens peuvent avoir de leur couple sur l'extérieur et tout ça, c'est une chose qui me fait me rendre compte à quel point, pour moi, c'est crédible qu'elle le lâche à ce moment-là. Et qu'ensuite, elle veuille revenir, c'est aussi très humain, quoi, de se dire... on n'a pas envie de vivre avec une mauvaise conscience, avec des mauvais souvenirs, et peut-être qu'elle était profondément amoureuse de cet homme, et elle a laissé passer cette histoire. C'est un peu l'histoire d'un rendez-vous manqué. Et je me permets de rajouter deux choses. La première, c'est que, par exemple, dans la scène du Père Noir, les silences, les paroles prononcées par les deux personnages ne sont pas si importantes que ça, même si certaines le sont, qui font réagir Samson et vice-versa. Mais les silences sont aussi importants, si vous voulez, que les paroles. Et voilà, encore deux acteurs qui peuvent s'exprimer aussi bien dans les regards et que dans le dialogue. Et ça, c'est très très important pour moi et pour le cinéma que j'aime et que je défends. C'est souvent le regard de l'acteur qui interprète un personnage qui écoute m'intéresse tout autant, sinon plus, que celui qui parle. Et donc cette scène-là, parmi d'autres, évidemment, pendant l'audience, il y a les regards, c'est très important, mais ça, on est régi par une procédure bien spécifique. Et puis, Reda l'a très justement dit, mais dans les couples sont mis à l'épreuve par les drames qu'ils peuvent vivre, et souvent après, par exemple,
la mort d'un enfant, les couples explosent ou implosent. Et voilà, là c'est une véritable épreuve à laquelle ce couple ne résiste pas. Et pour finir, c'est surtout la preuve que, une fois de plus dans cette histoire, que la présomption d'innocence, pourtant inscrite, vous le savez, dans le droit français, n'est qu'un leurre, et que la présomption de culpabilité fonctionne dès lors que quiconque, qu'il soit connu, pas connu, chauffeur de taxi, homme politique, est mis en examen, quelle que soit sa finalité pendant toute la période dite judiciaire. Et ça, c'est terrible, et ça marche aussi pour le couple. Et ça, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai lu, et je l'ai entendu de témoignages de gens qui ont été victimes d'erreurs judiciaires, ou condamnés, ou mis en examen, voilà. Ça, c'est une réalité absolue. Voilà. Donc c'était pour dire bravo à Gilles pour avoir réussi à faire passer le message au niveau de Léa, qui donc au départ rencontre Reda, après elle est très triste, très, très déstabilisée pendant le tribunal, et après elle finit par le revoir à la fin du film. Reda aussi, donc c'était très bien filmé au niveau du personnage qui commence à s'ancrer. Au début, bon, il est à peu près normal, et après il commence à sombrer. Et à la fin, on ne peut pas se permettre de dire qu'il est revenu à la surface, parce que de toute façon, il est en train de sortir du merdier dans lequel il était. Et donc ça, c'était pour dire bravo. Et surtout, je voulais savoir pourquoi le personnage d'Elisabeth ne s'est pas occupé des affaires de Reda, et pourquoi elle ne s'est pas occupée du chat. Parce que il est dit au début qu'ils ne vivent pas ensemble, et à partir du moment où vous êtes dans la situation dans laquelle Samson Casalet se trouve, vous savez, à un moment on dit qu'on va perquisitionner chez lui. Votre maison est mise sous séquestre, sous scellé, toutes les affaires, et elle n'y a plus accès. Et n'étant pas sa femme, si elle était sa femme, peut-être qu'elle pourrait aller récupérer les affaires. Ça fonctionne comme ça. Au regard de la loi, elle est rien. Sa compagne, c'est rien, vous savez. Et donc, elle n'a pas du tout le droit d'aller là, dans un endroit qui est mis sous séquestre, où chaque petit détail est scruté, regardé par la police scientifique, par les enquêteurs, et jusqu'à ce qu'il ne paye plus son loyer, que la spirale commence, parce qu'il s'y prend assez mal aussi pour se défendre. Pour sa défense, que Samson, qui n'a pas la culture de la justice, qui n'a pas les bons réflexes, et la spirale commence comme ça. C'est purement pour cette raison-là. Et peut-être qu'elle était un peu jalouse du chat aussi. Il y a de quoi. Moi j'ai une question sur le traitement de l'enquête par les policiers. Est-ce que vous êtes inspiré de ce fait réel ou vous avez un peu grossi le trait des policiers qui veulent avoir plus loin que l'on est? Excusez-moi, la fin de la phrase, qui veut savoir est-ce que j'ai grossi le trait. Les policiers qui ne cherchent pas à voir plus loin que l'évidence en fait. Alors, voilà, toujours l'histoire de la... Je ne pense pas du tout avoir grossi le trait en travaillant avec des magistrats, des avocats, et j'ai beaucoup travaillé avec les policiers. Vous savez, j'ai réalisé la saison 2 de la série Engrenage, que vous connaissez sûrement, et déjà j'avais le souci de ne pas raconter, de ne pas trop commettre d'erreurs sur les procédures policières et judiciaires. Et je les ai donc suivis longuement et longtemps pour Engrenage, et j'ai commencé à me documenter beaucoup, fait sauter un certain nombre de verrous et d'idées préconçues que j'avais comme citoyen sur la police et la justice. Et voilà, il est question là pour des flics de l'arrière-pays niçois qui, comme vous l'avez vu dans l'histoire, ne sont pas habitués à traiter des affaires criminelles, de savoir résister à la pression. Et toujours là, c'est la même réponse, plus ou moins, que celle que j'ai faite tout à l'heure. L'expérience, résister à la pression. Et pour des flics qui n'ont rien à leur tableau d'honneur en matière d'affaires criminelles, pouvoir être les premiers à partir de faits troublants, parce que l'ADN sur la fenêtre, quand on va juste chercher la monnaie chez une cliente, ou le mensonge par rapport au taxi et le nettoyage à la vapeur, c'est pas rien. Tout ça, après, est affaire de point de vue contre point de vue. Et donc, ils se jettent dessus, et moi, je les comprends. Je les comprends presque, parce qu'ils se jettent sur ces données-là, et après, à partir de faits tangibles, et le cinéma est affaire de point de vue d'un personnage, point de vue d'un auteur, tout ce que vous voulez. Et là, c'est affaire de la justice, c'est la recherche d'une vérité judiciaire entre le point de vue de la police, du juge d'instruction, ensuite du procureur, de la cour d'assises, du jury, et le point de vue du prévenu, le point de vue de la partie civile. Et c'est, voilà, on peut dire tout et son contraire à partir des mêmes faits.
Et voilà, je ne pense pas avoir grossi le trait. Il y a tant d'affaires où on voit, là ça va très loin, hein, parce qu'on n'a pas trouvé le corps et c'est très compliqué. Mais il y a tant d'affaires qui partent comme ça, et à partir de certitude, c'est la police qui donne le là à la justice. Il donne un rapport de police, d'enquête au juge d'instruction qui continue à enquêter, et le là est donné très très vite, le ton est donné. Et c'est ce que j'avais envie de raconter dans cette histoire. Et j'avais une question pour Reda, toujours concernant les chats. Est-ce que c'est pas stressant d'être enfermé dans une cage avec plein de chats? Dans une cage avec plein de chats, aller au refuge? Non, non. C'était une gentille cascade. Non, ça allait. Non, j'ai adoré jouer avec ce chat. C'était vraiment un chat incroyable, très très bon à la première prise. Il fallait tout de suite en place. Et il s'appelait Pilou. Et non, j'ai adoré les scènes qu'on avait ensemble, travailler aussi avec la dresseuse, je voyais sa technique, mais en même temps, enfin, je plaisante à moitié parce que jouer avec un animal, c'est vraiment du coup l'imprévu, quoi. Vous ne savez pas exactement à quel endroit il va se mettre, même si il y a un dressage, les chats c'est très très difficile à dresser, donc il y a toujours un peu d'imprévu. Il y a une scène d'ailleurs quand je nettoie le taxi à la vapeur, le chat il voulait pas du tout rester dans le champ, et puis il y a un moment où il y a un assistant, où je faisais semblant de l'appeler, tout ça, et puis il y a un assistant qui m'a envoyé le chat comme ça, et puis il est revenu, enfin il y avait un truc, on n'est pas sur des rails quoi avec les animaux. Et puis ce chat-là, vraiment incroyable. Les autres, je ne les ai pas vraiment rencontrés, c'était une seule très très rapide au refuge. Et l'actrice qui jouait la jeune femme du refuge, j'ai trouvé vraiment super. Quoi. Barbara Bolotner. J'aimerais beaucoup rejouer avec elle ou la voir dans d'autres choses, parce que pour le coup, elle aussi, elle avait qu'une scène et elle envoyait un truc vraiment rare. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici. Très bien. Je voulais juste vous poser une question, histoire de poursuivre un peu plus la fiction. J'aimerais savoir si vous pensez qu'un avenir est réellement possible entre les deux personnages principaux, après tout ce qu'ils ont traversé. Ah oui, pardon. Qu'un avenir. J'ai cru que vous alliez dire quel avenir, j'attendais. Ah non, pardon. Oui. Et c'est ça qui est bien, enfin pour moi, à la fin d'un film, c'est que chacun peut se raconter son histoire. Mais pour moi, oui. Et toi, Léa, qu'est-ce que tu penses? Oui, non, je crois que c'est possible. Je crois que c'est deux personnes, en fait. Alors, Samson, ça a été la victime. Ça a été le meurtrier, considéré comme le criminel pendant toute cette histoire. Ma petite fille, la victime, et moi aussi, la mère. Et finalement, à la fin du film, ils sont tous victimes, c'est comme des rescapés qui se retrouvent. Une histoire terrible. Et je pense qu'il y a le point de départ pour une histoire. Enfin, je ne sais pas laquelle. Parce que comment on fait confiance après à la vie, est-ce qu'on retrouve de l'optimisme après des histoires comme ça? Peut-être, mais en tout cas, rien n'est absolument assuré. Quoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Du bien. C'est l'histoire d'une résilience absolue. Et si vous voulez, cet homme, Samson, qui sait si bien écouter, qui fasse pendant tout le film et toute cette histoire à des gens qui ne l'écoutent pas, c'est tellement violent qu'il est mu par un instinct, qui est là très fort, à la fin, d'aller vers cette femme, au péril de son contrôle judiciaire sous lequel il est encore, car il faut encore passer, rejuger, ça c'est la technique de la justice, en revolant son taxi, puisqu'il a perdu son travail, et en montant vers cette femme, en recherchant sans le savoir la validation absolue de son innocence, qui est le regard de cette petite fille, mais non, je ne connais pas. Et voilà, ce sont des personnes qui ont souffert autour de la même histoire pour des raisons complètement différentes. Et alors qu'il ne peut plus, pour répondre à la question de madame tout à l'heure, il ne peut plus communiquer avec sa propre compagne, ils sont passés à côté l'un de l'autre, voilà, quelque chose est possible, mais ils partent vers l'inconnu. Et c'est ça qui est bien, partir vers l'inconnu, c'est en général assez formidable, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Et c'est ce que j'aimais raconter.
on peut considérer, parce que cette fin a soulevé quelques critiques et beaucoup d'adhésions aussi, un mélange. Et on m'a même demandé mais est-ce que c'est les Américains qui vous ont demandé de faire un happy end? Et parce que c'est tiré d'un roman américain, j'ai dit non, pas du tout. C'était une envie très forte, une envie très très forte d'ouvrir. Après, qu'est-ce que va-t-il se passer? Peut-être qu'il faut faire un autre film, je ne sais pas quel intérêt elle pourrait avoir, mais on pourrait tout à fait trouver avec des personnages pareils une très bonne suite. Mais oui, c'est vraiment important cette fin-là. Comment? Arrêtez-moi là, j'ai dit. Arrêtez-moi là, j'ai dit, par exemple. Pour le 2, pour le 3. Le titre, pourquoi justement? Le titre, c'est le titre du roman. Arrêtez-moi là. Et qui donc, qui au départ est Cab Driver, je crois, et qui donc a été très bien traduit, je trouve, si vous le découvrez ou si vous connaissez le roman, par la traductrice française. Et donc on a beaucoup réfléchi avec les productrices à comment, et donc on a fait des concours de titres pour trouver un titre qui puisse rivaliser avec celui-là. Et il y a eu des titres qui ont eu, des titres qui étaient déjà pris, d'autres qui ont eu l'horreur de gloire. Mais celui-là finalement a tenu la corde pendant tout le développement, le tournage, le montage du film, qui a pris quand même quelques années. Et finalement, j'aime beaucoup ce titre. Et puis je suis content, et voilà, aimant beaucoup le travail de Ian Ellison, le travail d'édition de Liana Levy, le fait d'avoir gardé le titre, de donner peut-être aux spectateurs du film l'envie de découvrir les romans de Ian Ellison à travers le même titre, ça a du sens. Tout ça a du sens. Nous allons bientôt devoir terminer. Est-ce qu'il y a une dernière question? 2, 3. J'aimerais savoir, Léane Drucker et Reda Kadeb, je ne vais pas décortiquer le nom, j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui vous a convaincu pour choisir ce rôle et quelles émotions ça a suscité en vous d'interpréter un tel rôle. Moi, c'est très simple, en fait. C'est une lecture du scénario que j'ai lu d'une traite, et puis je me suis vu dans toutes les scènes, j'ai senti que je pouvais le jouer. J'ai senti qu'au-delà de l'erreur judiciaire et de cette histoire-là, j'avais amené à ce film et à ce personnage une poésie qui me touchait. Et puis aussi la dernière partie, justement, l'après-erreur judiciaire. Comment est-ce que, finalement, au-delà de ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut se reconstruire quand on est passé par de telles épreuves dans la vie? Et puis aussi l'envie de retravailler avec Gilles, que j'avais connu sur Engrenage. Moi, c'est l'envie de participer à... Quand je lis une bonne histoire, j'ai envie d'y participer. C'est assez simple, en fait. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la rencontre avec Gilles Bagné. Mais c'est l'envie de faire partie de ce tableau, de cette histoire et de devenir un de ces personnages. C'est difficile à expliquer, c'est plutôt sensitif. Voilà. Merci. Et félicitations à vous. Merci. Vous avez une question? Ah pardon, monsieur. Rapide. C'est une question puisqu'on est chez Lelouch et que Lelouch essaye de faire un cinéma fiction-réalité, c'est-à-dire que la caméra est oubliée. Est-ce que ça a été justement pour vous la première idée de mise en scène, puisqu'on a l'impression que la réalité et la fiction se mélangent et tout à coup on est dans quelque chose qui n'est plus ni la réalité ni la fiction? Proche documentaire, on pourrait dire. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est mon cinéma, ma principale source d'inspiration, c'est le documentaire. Et après, on peut raconter l'histoire. Mais vraiment, c'est de là que tout part. Et je suis très sensible dans les films quand je trouve qu'il y a trop de conventions, qu'on est dans des conventions hollywoodiennes, mais même en France, dans certains films. Et je suis très très sensible à une recréation de vérité. Voilà, une recréation de réalité, ça c'est très important. Et donc je travaille. La plus grande partie de mon travail repose sur la confiance et la liberté donnée aux acteurs, mais on en a bien parlé déjà. Donc oui, bien sûr,
Et si vous voulez, les films de Raymond Depardon, que ce soit Les Flagrants, 10e Chambre ou les autres, m'ont beaucoup plus inspiré que beaucoup de films sur la justice. Bon, les films de Sidney Lumet aussi, mais voilà, c'est mon cinéma. Et toute dernière. Moi, je voulais juste savoir, comme ce film-là, il est né par votre amour pour un auteur et par l'intrigue du livre, est-ce que ça vous a, suite au tournage, ça vous a donné envie de tourner d'autres longs métrages? Ah oui. Parce que moi j'ai réalisé des séries, d'abord des documentaires et des séries pendant une dizaine d'années, j'ai pas fini d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ça. Et ma culture de base c'est le cinéma, je suis très cinéphile depuis l'enfance, l'adolescence, et donc j'ai bien sûr d'autres projets très envie. J'ai découvert ce qu'était de passer de la télévision, qui est une forme narrative, c'est le même métier, hein, rassurez-vous, la fiction, les acteurs, un metteur en scène, un scénario, mais on ne travaille pas de la même façon. Et donc voilà, c'était une découverte que j'ai envie de poursuivre. Mais en passant, j'adore la télévision, en passant de l'un à l'autre, on ne raconte pas les histoires de la même façon. Dans un feuilleton télévisé, on a 5-6 heures, et un long métrage, on a 1h30, 2 heures. Donc, passer de l'un à l'autre, maintenant que la télévision commence enfin à acquérir sur le tard ses lettres de noblesse en France, à travers certains projets, passer de l'un à l'autre me paraît la solution idéale. Merci. Merci beaucoup.